Bonjour, alors voici donc le TD numéro 2 sur le calcul approché d'une intégrale grâce au logiciel Excel et à ce qu'on appelle l'analyse numérique. Lorsque nous ne pouvons pas trouver de primitive d'une fonction, nous allons malgré tout pouvoir en déterminer une valeur approchée. Alors, c'est parti. Donc, tout d'abord, un rappel sur la définition d'une intégrale. Vous avez vu en lycée que l'intégrale de la fonction f de x sur l'intervalle AB, c'est l'aire du domaine compris entre la courbe représentant f de x, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a, x égale à b. Alors maintenant, comment les mathématiciens au départ ont défini l'intégrale? En fait, pour cela, ils ont découpé l'intervalle AB en n sous-intervalles de même longueur h, qu'on appelle le pas d'intégration aussi, et ils ont calculé l'aire de chaque rectangle. Vous voyez ici l'aire de chaque rectangle qui se trouve, eh bien, alors moi j'ai choisi pour le premier rectangle sa hauteur qui est égale à l'image de f en x0, à f de x0. Ensuite pour le deuxième rectangle j'ai choisi f de x1, puis le troisième rectangle f de x2, etc. J'aurais pu aussi choisir ici pour le premier rectangle f de x1, d'accord, et dessiner ce rectangle-là. Et puis ainsi de suite, ici f de x3 pour le rectangle suivant, voilà. Donc ça c'est un détail, c'est vraiment un détail. Donc nous en fait, nous allons suivre la méthode des mathématiciens, c'est-à-dire que nous allons calculer l'aire de tous les rectangles qui sont ici hachirés en gris. Alors, quelle est l'aire du premier rectangle? Eh bien, c'est f de x0 fois h. D'accord? Donc, le premier rectangle a pour r h fois f de x0. Le deuxième rectangle, eh bien, c'est h fois f de x1. Donc, je vais l'ajouter, puisque moi, le but, c'est d'avoir une approximation de l'aire qui se trouve entre l'axe des abscisses et la courbe. Ici, le troisième rectangle, c'est h fois f de x2, donc j'ajoute h fois f de x2, etc., etc., h fois f de x1, voilà. Ici, ce rectangle-là, son aire, eh bien, vous voyez, c'est h fois f de xi, toujours pareil, hein, puisque j'ai h ici, à la base, et je finis avec ce dernier rectangle ici qui a pour hauteur, si je puis dire, f de xn-1, d'accord? Donc ça fait h fois, et toujours h ici, hein, la longueur de ce petit intervalle à la base, h fois f de xn-1. Voilà, donc les mathématiciens, ils se sont dit, ben, on va approximer l'aire compris entre l'axe des abscisses et la courbe, par la somme des aires de ces rectangles hachurés. Alors, évidemment, vous voyez clairement qu'il va y avoir des erreurs d'approximation et qui sont assez grossières. Regardez ici, là, ici, puis encore là, etc., etc. Donc, c'est pas très appréciable tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, c'est ce qu'ils se sont dit, les mathématiciens, un plus grand nombre de sous-intervalles, parce que plus le nombre de sous-intervalles est élevé, plus le pas h, le pas d'intégration, va être petit, et de même pour l'erreur d'approximation de l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses et l'aire du rectangle. Donc, c'est ce qu'ils se sont dit, effectivement. Mais il reste malheureusement encore une approximation qui n'est pas négligeable, une erreur d'approximation qui n'est pas négligeable. Donc ils ont décidé, les mathématiciens, de faire tendre n, le nombre de sous-intervalles, vers plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini? Eh bien h va tendre vers 0, forcément, hein. Vous avez une infinité ici de sous-intervalles de même longueur h qui va donc tendre vers 0 et donc les erreurs d'approximation, elles aussi, vont tendre vers 0 et on aura exactement l'aire que l'on souhaitait calculer depuis le départ, c'est-à-dire entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a, x égale b. Alors nous allons maintenant formaliser ce que je viens de vous raconter.
Ici, h fois f de x1 de x0 plus h fois f de x1 plus etc. etc. On va l'écrire autrement. On va l'écrire avec un symbole sigma. Alors les bacs S normalement connaissent bien, peut-être un peu moins les bacs STI2D. Donc en fait, on va écrire que cette somme ici, vous voyez, des h de f de x0 plus h de 1 jusqu'à h fois f de xn-1, c'est sigma la somme, d'accord, des h fois f de x. Alors je vais mettre f de x ici, comme ça vous avez le même indice que celui qui est écrit sur le schéma, c'est quand même plus agréable pour la compréhension notamment. Donc voilà, hop, et on va dire que i varie de, l'indice de départ c'est x0, d'accord, donc c'est 0, l'indice de départ, jusqu'à l'indice d'arrivée qui est n-1. Donc i varie de 0 jusqu'à n-1. Alors cette somme, je vais la noter grand S indice n, donc c'est la somme des aires des rectangles qui sont assurés ici sur le schéma. Et donc on a dit que pour minimiser l'erreur d'approximation, on prend un plus grand nombre de sous-intervalles et même on le fait tendre vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Eh bien h, qui est le pas d'intégration, je vous rappelle qu'on a divisé notre intervalle AB en n sous-intervalles de même longueur h. La longueur de l'intervalle AB, c'est ça, B-A. Et comme il y en a n, eh bien h va être égal à B-A divisé par n. Donc vous comprenez bien que quand n tend vers plus l'infini, h va tendre vers 0. Et alors les mathématiciens vont alors calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme d'aires de rectangles. Et ça, si cette limite existe et est finie, parce que vous savez qu'une limite, ça peut donner un nombre fini, on dit à ce moment-là que Sn converge vers cette valeur finie, ou alors on peut obtenir plus ou moins l'infini. Donc à ce moment-là, on dit que Sn diverge. Donc les mathématiciens ont dit que si la limite de cette somme infinie, la limite de cette somme de rectangles converge vers L, d'accord, vers un nombre fini que j'appelle L, alors la fonction f est dite intégrable sur l'intervalle AB et on va le noter, cette limite, l'intégrale de a à b de f de x dx, avec le symbole que vous connaissez bien, l'intégrale de a à b de f de x dx. Alors, avant de résumer ce que je viens de vous raconter, je vais vous expliquer le symbole ici de l'intégrale, mais j'ai dû normalement déjà le faire en TD2 maths, mais je vais le refaire. Alors, donc ici, quand vous avez le symbole, d'accord, de l'intégrale de f dx dx sur l'intervalle AB, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dx c'est une variation infinitésimale de x en abscisse, d'accord? Vous allez la multiplier, cette variation infinitésimale, par f de x. Donc f de x, hop, voilà, en ordonnée, vous avez ici f de x. Et donc, vous allez obtenir ici un petit rectangle, et f de x fois dx, eh bien, c'est l'aire de ce rectangle. L'aire infinitésimale de ce rectangle. Alors, je précise quand même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour ne pas alourdir les explications, que ici, sur le schéma, f de x est positive. Donc, on parle d'aire. D'accord? Une aire est positive. Mais si votre fonction est négative, ce n'est plus une aire puisque f de x est négatif, donc vous savez qu'une aire est toujours positive. Et on parle à ce moment-là d'aire algébrique. Voilà. Donc ici, je répète, ici, f de x dx, c'est donc l'aire algébrique du petit rectangle là que j'ai assuré. D'accord? Et ce symbole, c'est un S allongé. C'est la somme en fait. C'est la somme des aires algébriques de tous les rectangles infinitésimaux, d'accord, puisque lorsque x varie de A à B. Donc on obtient l'aire
du domaine, l'aire algébrique, parce que la fonction peut être négative, du domaine, compris entre l'axe des abscisses, la courbe x égale a et x égale b. Et en fait, juste pour vous expliquer une chose, tout à l'heure je vous ai dit que les mathématiciens ont défini l'intégrale en disant que c'était la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme des aires des n rectangles. Voilà, l'aire algébrique des n rectangles, h fois f de xi. Donc en fait, vous voyez, là aussi, vous avez une somme. Mais on la note avec un symbole sigma. En fait, sigma, c'est pour exprimer des sommes discrètes. Une somme discrète, la variable de sommation, ici, c'est i, d'accord? L'indice de sommation, c'est i. Eh bien, c'est un entier naturel. Donc un entier naturel prend des valeurs discrètes, c'est-à-dire des valeurs ponctuelles et isolées. Alors qu'ici, par passage à la limite, cette somme discrète devient une somme dite continue, donc qui se symbolise avec un S allongé, une somme continue. La variable d'intégration, la variable de sommation, si vous voulez, c'est x, c'est un nombre réel qui prend toutes les valeurs entre a et b, mais toutes les valeurs réelles entre a et b, elles sont toutes collées les unes aux autres, elles sont continuellement, voilà, d'accord, entre a et b, il va y avoir a, 0,0000001, etc., 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 d'accord. Donc voilà pourquoi ici, vous avez une somme continue, l'intégrale, qui est en fait la limite d'une somme discrète d'une infinité de rectangles, d'aires de rectangles. Voilà, donc je reviens, ça c'était les notations. Alors ces notations, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que les étudiants ont tendance à oublier le dx. D'accord, il ne faut pas oublier le dx. Donc relisez-vous bien, sinon ça ne veut plus rien dire. Et notamment à la fin de l'année, quand on pratiquera le changement de variable sur le calcul d'une intégrale, eh bien si vous oubliez le dx, c'est foutu, ça ne marche plus. D'accord? Donc c'est pour ça que j'insiste sur ces notations et que je prends le temps de bien vous les expliquer. Mais je suis sûre que vous ne l'oublierez pas, ce dx. Allez, je reviens donc à la définition d'une intégrale. Donc je vous rappelle, on a une fonction f définie sur un intervalle AB. On divise l'intervalle AB en n sous-intervalles de même longueur h, qui est alors égal à b moins a sur n. Voilà, donc les intervalles, les n intervalles. D'accord? H fois f de xi, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'aire algébrique du rectangle huré, l'aire algébrique, puisque la fonction peut être négative. Et donc S indice n, c'est la somme des n rectangles, des aires des n rectangles, des aires algébriques des n rectangles. Je vais y arriver. D'accord? Si n, le nombre de sous-intervalles, tend vers plus l'infini, eh bien à ce moment-là, la longueur de chaque sous-intervalle tend vers 0. Et on dit que la fonction f est intégrable sur AB lorsque cette somme infinie d'aires algébriques de rectangles existe et est finie. Et on la note alors avec le symbole intégral. Voilà. Alors maintenant, voyons ce que ça donne sur un exemple concret. Eh bien, avant de regarder la conséquence, on regarde ici cet exemple. Vous voyez ici, on va calculer l'intégrale de exponentielle x sur l'intervalle 0,1. Eh bien, je ne vais pas le faire ici en TD parce que je n'ai vraiment pas le temps de vous expliquer tout ça, puis c'est un petit peu délicat aussi. Par contre, je conseille aux étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études d'étudier bien ces explications, c'est assez instructif. Mais tout ça pour vous expliquer à la fin, une fois que vous aurez bien, comment dire, transpiré sur cette démonstration pour ceux qui l'étudient, vous comprendrez pourquoi il faut apprendre par cœur les formules de primitives, parce que sinon, il faut passer par la définition de l'intégrale, comme les mathématiciens l'avaient faite au début, et donc il faut passer par des sommes de suite, puis il y a la convergence à étudier. Bon, c'est pas très marrant. Alors, passons aux conséquences. La valeur, c'est donc l'aire algébrique. Bon, ben ça, on en a déjà parlé, ça ok. Théorème, un théorème. Un théorème, toute fonction continue sur l'intervalle fermé AB est donc intégrable sur l'intervalle fermé AB. Eh bien oui, puisque lorsque vous avez une fonction continue sur un intervalle fermé AB, l'aire qui est comprise entre l'axe des abscisses et la courbe représentant f va être finie. Donc votre somme, votre limite là ici, hein, de somme de rectangles, va être finie et donc la fonction intégrable, hein, puisque c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, voilà, on dit que la fonction est intégrable lorsque la limite de la somme des n rectangles existe et est finie.
D'accord? Donc parfois, je dirais R pour aller plus vite, hein, mais c'est R algébrique en fait. Voilà, donc conséquence, théorème, toute fonction continue sur un intervalle fermé AB est donc intégrable sur cet intervalle fermé AB. Allez, donc maintenant, nous allons revenir à la définition que vous avez étudiée en terminale pour calculer une fonction, une intégrale. D'accord? Donc on va partir d'une fonction ici intégrable sur l'intervalle fermé AB, donc par exemple une fonction continue sur AB. Continue, ça veut dire qu'on trace la courbe de cette fonction sans lever le stylo. D'accord? Parce qu'il y en a qui n'ont pas étudié cette notion en terminale. En fait, tout simplement, ici, vous avez une fonction continue. D'accord? Quand vous tracez la courbe sur l'intervalle AB, vous ne levez jamais le stylo. Voilà. Par exemple, si j'avais eu ceci, donc sur l'intervalle AB, j'ai ma fonction qui fait ça. Alors, attendez. Ouais. Voilà, tac et tac. Voilà, celle-là, elle n'est pas continue. D'accord? Sur l'intervalle AB. Voilà, donc ça, c'était pour une petite explication. Alors, donc ça, c'est fait. OK, donc ça, je vous l'ai rappelé au début de l'année, hein, donc on peut le regarder ensemble. Donc, si on a une fonction, si on part d'une fonction intégrable sur l'intervalle fermé AB, alors on appelle fonction primitive de petit f, toute fonction notée grand F, définie par, la dérivée de grand F est égale à petit f sur l'intervalle AB. On admet alors que pour calculer l'intégrale de f de x dx, vous savez, la somme infinie des aires des rectangles, eh bien, on cherche cette fonction grand F, d'accord, primitive, et après, on fait borne du haut moins borne du bas, on remplace x par b, et puis moins, on remplace x par a. D'accord, donc ça, on l'a déjà revu dans le premier chapitre sur le calcul d'intégrale de fonctions sinusoïdales. Donc ça, c'est déjà fait. Alors, retrouvez, vous savez, la valeur de la fameuse intégrale ici, hein, quand on a tant transpiré pour arriver au résultat final en passant par la définition première de l'intégrale, eh bien, on va retrouver la valeur de cette intégrale en passant par le théorème définition qui est au-dessus. Donc on cherche une fonction primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x, sur l'intervalle 0, 1, et après on fait borne du haut moins borne du bas, ce qui fait e moins 1. Voilà, donc je vous expliquerai au semestre 3, comme c'est indiqué ici, le lien entre la somme finie, vous savez, là, de rectangle, là, d'aire de rectangle, et le calcul de primitif. Quel lien entre le calcul d'une aire et la recherche d'une fonction primitive, et ensuite, voilà. Donc ça, je vous l'expliquerai en semestre 3. Alors, venons-en à notre TP. Dans certains cas, bien que f soit intégrable sur AB, on ne peut pas calculer l'intégrale de façon exacte. Soit, alors pour plusieurs raisons, soit parce qu'on ne peut pas exprimer une fonction primitive, hein, on peut pas toujours, c'est pas toujours facile de trouver une formule à l'aide de fonctions usuelles, ou alors parce que votre fonction f, elle est obtenue par des mesures, d'accord, un tableau de mesures, par exemple, vous êtes en travaux pratiques et puis vous calculez des mesures. Donc on verra ça, on aura un exemple en travaux pratiques, vous verrez. Et donc voilà, hein, de ce fait, on va chercher non pas la valeur exacte de l'intégrale, puisque ce n'est pas possible, mais une valeur approchée. Et on va étudier 3 méthodes pour y parvenir. La première méthode s'appelle la méthode des rectangles. Et pour cela, on revient à la définition de la première page de ce TD. Donc vous savez hein, qu'on a calculé la somme, hein, S indice n, la somme des aires des rectangles, des aires algébriques des rectangles. Voilà. Et donc, eh bien, on va approximer notre intégrale par cette somme. Donc, je vous rappelle comment on a procédé. Hein. On a divisé l'intervalle AB en n sous-intervalles de même longueur h. D'accord? Donc, h, c'est égal à b moins a sur n. Et ensuite, on a calculé l'aire de chaque rectangle ici, sachant que le premier rectangle a pour hauteur f de x0, le deuxième f de x1, le troisième f de x2, etc. Et donc on obtient ainsi une approximation de
l'intégrale. Bon, cela dit, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des erreurs d'approximation un peu ingrates ici. Il y en a beaucoup, et puis c'est pas... Bon, bah après, ça dépend de ce que... de l'erreur d'approximation que l'on souhaite obtenir, hein, au minimum, en tout cas. Et donc, voilà ici l'évaluation de l'erreur. Donc, au préalable, je vous demande de regarder juste. Bon, ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Alors, oui, il y a une deuxième formule. Hein, donc, ça, peut-être que je vais vous l'expliquer sur le schéma. C'est-à-dire que vous voyez ici, le premier rectangle, il a pour hauteur f de x0. Hein, d'accord. Et le deuxième f de x1, le troisième f de x2, il a pour dimension le troisième f de x3, etc. Bah, en fait, je vous l'ai expliqué en tout début, hein, en introduction, que j'aurais pu choisir pour le premier rectangle celui-ci, voilà, c'est-à-dire qu'il y a pour hauteur f de x1, d'accord. Pour le deuxième rectangle, j'aurais pu prendre celui-là, pour le troisième, celui-là, etc., d'accord. Donc, si je travaille avec ces rectangles-là, qui sont en rouge, à ce moment-là, la somme, ça va être la somme toujours des h fois f de xi, mais le i, au lieu de varier de 0 jusqu'à n-1, il va varier de 1, d'accord, puisque je prends ici, voilà, la hauteur du premier rectangle, c'est f de x1, jusqu'à, eh bien, la hauteur du dernier rectangle, qui est f, voilà, ici, le dernier rectangle, ça va être celui-là, hein, d'accord. Donc, f de xn, hein, b c'est xn, d'accord, b c'est xn, f de xn, donc i va varier à ce moment-là de 1 jusqu'à n. Donc, on a deux possibilités pour approximer l'intégrale de f sur AB. Voilà, donc peu importe. Hein, voilà. Alors, l'évaluation de l'erreur, on la note delta, cette erreur. Ben, c'est quoi? L'erreur, c'est l'intégrale, d'accord, moins la méthode ici utilisée, donc la méthode des rectangles, hein, la somme des aires des rectangles. Alors, les mathématiciens démontrent que cette erreur se calcule de la façon suivante. La valeur absolue de delta, de l'erreur, donc l'erreur absolue, autrement dit, ça c'est l'erreur absolue, est donc inférieure ou égale à m fois b-a le tout au carré divisé par 2n, où grand M, c'est la valeur maximale, la valeur sup, de la valeur absolue de la dérivée de f sur l'intervalle AB. Alors c'est vrai que c'est important de connaître au préalable quelle erreur, quelle va être l'incertitude. Ça va nous permettre éventuellement de choisir le nombre de sous-intervalles qui vont nous permettre d'obtenir une intégrale, par exemple, à 10-2 plutôt qu'à 10-1 ou plus. D'accord? Donc on va tout de suite étudier un exemple pour que ce soit un peu plus concret tout ça. Alors, application. Déterminer le nombre de sous-intervalles n à partir duquel on pourra obtenir à l'aide de la méthode des rectangles une valeur approchée de l'intégrale i. Donc c'est la fonction c'est x carré sur l'intervalle 1, 2. Donc avec les notations précédentes, ça c'est f de x, d'accord, x carré c'est f de x, a est égal à 1, b est égal à 2. D'accord. Donc on souhaite que l'erreur soit au minimum de 10-2. D'accord. Donc on cherche à partir de combien d'intervalles? On cherche n. À partir de combien d'intervalles l'erreur, donc delta, c'est l'erreur, en valeur absolue, est inférieure à 10-2. Donc on applique la formule. C'est grand M fois B-A au carré sur 2n. Alors, grand M, comment on calcule grand M? Eh bien, grand M, on vous dit que c'est le sup sur l'intervalle 1, 2 de la valeur absolue de f' de x. Alors, f' de x, la dérivée de x carré. Bon, ben ça va, vous savez, ça c'est pas compliqué, c'est 2x. Ok? Donc, ici, à la place de f' de x, on va mettre 2x. Voilà, hop, 2x. Alors, 2x sur l'intervalle 1, 2. Voilà. Donc, sur l'intervalle 1, 2, quelle est la valeur max
de 2x. 2x, c'est l'équation de la droite, d'accord? Donc, elle est croissante, cette fonction. Donc, ici, vous allez avoir 1, 2, et donc 2x, ici, 2 et 4. Donc, la valeur max, c'est 4, d'accord? Voilà. Alors, donc, revenons ici à notre formule. Donc, grand M, c'est égal à 4. B-A, B, c'est 2, A, c'est 1. Donc, ça fait 1 au carré, donc ça fait 1. Donc, 4 sur 2n, inférieur à 10 moins 2. Qu'on simplifie en 2 sur n, inférieur à 10 moins 2. Donc, après, il y a plusieurs façons de résoudre cette inéquation. Hein, donc, on peut inverser. Donc, autrement dit, on applique la fonction inverse, la fonction 1 sur x. Comme il s'agit d'une fonction décroissante, on change le sens de l'inéquation. Et l'inverse de 10 moins 2, c'est 10 puissance 2. D'accord? Donc ça, je vous ai expliqué. Quand on applique aux deux membres d'une inégalité une fonction décroissante, on change le sens de l'inégalité. Donc ici, on obtient que n est, on multiplie tout par 2, qui est un nombre positif, donc on ne change pas le sens de l'inéquation. Donc n va être supérieur à 200. Donc autrement dit, à partir de 200 intervalles, d'accord, 201, allez, puisque là j'ai mis strict, une inégalité stricte, mais bon, à partir de 200 intervalles, on va obtenir une valeur rapprochée de cette intégrale à 10 moins 2 près. Donc on va regarder ceci maintenant avec... Alors, un peu de travail au brouillon avant de passer sur le tableur Excel. Donc je vous rappelle que notre travail, c'est de rechercher une valeur rapprochée de l'intégrale f de x dx sur l'intervalle AB, où f de x c'est x carré, et l'intervalle AB c'est l'intervalle A2, 1, 2. Ensuite, on souhaite une valeur rapprochée de cette intégrale à 10 moins 2 près. Donc pour cela, on a calculé que choisir 200 sous-intervalles, donc n, devrait nous permettre d'obtenir cette valeur approchée. Alors, si n est égal à 200, vous savez que h, le pas d'intégration, c'est b-a sur n, hein, puisque nous allons approximer cette intégrale par la somme discrète des h fois f de xi, où i varie de 0 jusqu'à n-1. D'accord? Alors, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la formule, vous avez vu que le h, il est en dehors du sigma. Parce que c'est comme si vous aviez h, c'est une constante, d'accord? Qui ne dépend pas de i, la variable d'intégration, la variable de sommation, pardon. Donc, on peut le sortir du sigma, hein, voilà. Donc, ça peut aussi s'écrire h fois sigma pour i variant de 0 à n-1 des f de xi. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous faut sur Excel ou sur OpenOffice, hein, sur un tableur? Alors, il nous faut, pour bien s'organiser, il nous faut une cellule avec la valeur de A, une cellule avec la valeur de B, une autre avec N, le nombre de sous-intervalles, une autre avec H, et puis ensuite, il va nous falloir une colonne avec les valeurs des images, hein, des f de xi. Voilà, pourquoi pas une colonne avec les xi aussi. Et les xi, alors comment on les calcule, les xi? Eh bien, vous vous rappelez, hein, c'est l'intervalle AB. L'intervalle AB qui est divisé en n sous-intervalles de même longueur h. Donc ici, vous allez avoir x0, c'est A. x1, ça va être quoi? Puisqu'ici on a h, x1 va être égal à A plus h. D'accord? Donc x1, c'est A plus h. x2, c'est A plus 2h. x3, c'est A plus 3h, etc. Et xi, c'est A plus ih. C'était écrit dans la définition tout au début, mais c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure. Donc xi, c'est A plus ih, d'accord? Et b, c'est en fait xn, et c'est A plus nh, effectivement. Hein. Quand vous remplacez h par b-a sur n, qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner A plus n fois b-a sur n. Les n se simplifient, et ça fait A plus b-a, donc on retombe bien sur b.
D'accord? Donc, la formule des xi, les xi sont égaux à a plus i fois h. Donc, voilà toutes les formules que l'on va écrire. Ici, on va obtenir la fonction carré, hein, xi au carré. Voilà. Allez, nous passons maintenant sur Excel. Alors, on a dit donc une cellule pour A, une autre pour B, une autre pour N, le nombre de sous-intervalles, H, le pas d'intégration. Ensuite, on a dit XI. D'accord, je ne peux pas le mettre en indice avec Excel, hein, enfin en tout cas je ne sais pas faire. F de XI. Et puis I, tiens en fait, l'indice de sommation du sigma. D'accord, alors A, on a dit c'est l'intégrale sur AB, c'est-à-dire l'intervalle 1, 2. B, c'est 2. N, on a dit 200 sous-intervalles. Et H, on va rentrer la formule, comme ça on pourra éventuellement changer le nombre sous-intervalles comme bon nous chante, de même que les bornes de l'intégrale aussi d'ailleurs. Alors, donc ça donne égal, n'oubliez pas égal, hein, parenthèse B moins cellule du A, le tout divisé par N. Alors, les manipulations là que je suis en train de faire sur Excel, je vous conseille pour l'instant de les suivre. Si vous avez le temps pendant le TD de le pratiquer sur Excel, faites-le. Sinon, au prochain TP, on repartira sur un nouvel exemple et normalement, vous devriez pouvoir reproduire. Alors, prenez des notes éventuellement sur votre fascicule. Voilà, d'accord. Alors, bien. Donc, I, c'est l'indice de sommation. Donc, il varie de 0 jusqu'à n-1, vous vous rappelez, dans le sigma. Bon, on va mettre de 0 jusqu'à n. N, c'est 200. Donc, on va mettre 0. Alors, il y a plusieurs méthodes. Méthode 1, on met 0 et 1. On sélectionne les deux cellules. Et la petite croix noire ici, on les tire en cliquant sur la souris. On va faire ça jusqu'à 200, pourquoi pas. Bon. Je vais vous montrer une autre méthode, parce que si on a 1000, imaginez, si on a 1000 sous-intervalles, on ne va pas étirer jusqu'à 1000. Donc, quand on a beaucoup de sous-intervalles, on va écrire ici la formule égale, donc c'est la cellule précédente plus 1. OK? Voilà. Et on va étendre cette formule sur 200 cellules sans avoir à étirer à la souris. Alors attention, il va y avoir une manip à faire. Alors, vous allez sélectionnez la cellule. Ensuite, vous le notez éventuellement sur un papier, vous le ferez par la suite. Ensuite, vous faites F5, d'accord, F5. Donc, atteindre, on va atteindre en fait la cellule D, on va jusqu'à 202. OK, donc D202. Voilà. Et alors, attention, quand on clique sur OK, en même temps, on maintient majuscule, maj. Tac. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça me sélectionne toutes les cellules de, voilà, d'accord, jusqu'à 202, là, de 2 jusqu'à 202, OK. Et donc, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est copier la formule. Donc, je fais la combinaison de touches suivante, CTRL plus la lettre B, CTRL B, et là, voilà, ça m'a copié la formule. Donc ici, si vous cliquez, vous allez avoir, voilà, d'accord, etc. Jusqu'à jusqu'à 200. OK? Bien, donc ça c'est, voilà, plusieurs méthodes pour arriver au même résultat. Alors ensuite, XI. XI, vous vous rappelez ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur Paint, c'est A plus IH. Donc, égal A plus I fois H. OK? Alors, si je fais comme ça et que j'étire la formule en double-cliquant sur la petite croix, je double-clique, d'accord, pour avoir jusqu'à 200, eh bien, j'obtiens des valeurs très bizarres. OK? Parce que normalement, je dois avoir toutes les valeurs, vous savez, de chaque borne des sous-intervalles, de 1 jusqu'à 2. Or, ici, vous voyez, ça ne va pas du tout. Donc, on va regarder la formule que j'ai étirée. Au début, c'était donc A plus IH. Quand je passe à la formule d'après, eh bien, vous voyez que ça passe à B plus I fois 0. Donc, c'est pas bon. Donc, je pense que vous avez vu dans le TP1, vous vous rappelez du TP1 qu'il faut mettre des dollars. Alors, premier dollar, B1, je veux le fixer, donc je mets un dollar ici. C'est parti. Il est où le dollar? Ah, ça y est.
Ensuite, D2. D2, c'est le I. Je veux qu'il bouge, donc je le laisse tranquille. B4, c'est H, donc je ne veux pas qu'il bouge, donc je mets $. Et je fais entrer. Et maintenant, je vais étendre à nouveau la formule en double-cliquant. D'accord? Ici, voilà, comme ça le fait automatiquement. Hein, une fois que la première colonne, si vous voulez, la colonne D est descendue jusqu'à 200, du coup, en double-cliquant, la colonne E descend automatiquement jusqu'à 200. Voilà, donc j'ai bien les bornes de mon intégrale de 1 jusqu'à 2. Donc ça marche. Alors ensuite, f de xi, c'est la fonction, vous vous rappelez, c'est x au carré. Donc c'est égal à xi au carré. Donc alt gr 9, alt gr 9. Voilà, pour avoir le petit chapeau, carré. Je fais entrer. Et pareil, je double-clique. Tac. J'ai donc toutes les valeurs, d'accord? Donc de 1 jusqu'à 1 au carré jusqu'à 2 au carré. Visiblement, ça devrait... Voilà, jusqu'à 4. C'est bon. OK? Donc maintenant, je vais écrire ici valeur approchée de grand I. Là, je vais mettre valeur exacte. On ne l'a pas calculé, il va falloir le faire. Et ici, on va mettre incertitude absolue, donc ça va être la différence, hein, la valeur absolue de la différence de la valeur approchée de la valeur exacte. Alors, valeur approchée de grand I, donc vous vous rappelez, c'est H fois sigma de f de xi quand I varie de 0 jusqu'à n-1. Donc, c'est égal à H, je vais la chercher, elle est ici. Alors, après, on peut noter les références des cellules, si on veut, à l'avance, fois sigma, c'est une somme, donc je tape somme. Somme. Et là, on me dit, il suffit de mettre nombre 1, point virgule, nombre 2, etc. Bon, pas envie. Je vais en fait tout simplement sélectionner les cellules que je veux sommer. Donc je sélectionne. Et vous voyez, j'ai 2 points, F10, F11 au fur et à mesure que j'avance. Alors là encore, si j'ai 1000 cellules, je ne vais pas m'embêter à faire tout ça. Alors je vais vous montrer une autre alternative, bien sûr. Donc ici, je m'arrête à n-1. Vous vous rappelez, hein, n-1, il est là. N-1, il est là, d'accord? Donc je m'arrête à N-1, oups, voilà. Tac. Donc je regarde la cellule, vous avez vu, F2 jusqu'à F201. Donc je ne suis pas obligée de faire défiler comme ça, hein. Je peux directement écrire, taper, voilà, F2, 2 points, jusqu'à, d'accord, F201. Voilà. Entrée. Oups. Oui, ok. Tac. C'est une parenthèse. Je suis en majuscule. Et voilà. D'accord? Alors, valeur exacte de grand I. Et oui, il faudrait peut-être la calculer. Alors, je vais revenir sur Paint pour la calculer. Tac. Alors, donc, c'est égal à... Parce qu'évidemment, j'ai pris un exemple dont on connaît une valeur exacte de l'intégrale pour pouvoir vérifier. Donc, primitif de x carré, c'est x cube sur 3. Quand on dérive x cube sur 3, on obtient bien 3x2 sur 3, donc x carré, entre 1 et 2. Et ensuite, je fais borne du haut moins borne du bas. Donc, ça fait 2 au cube sur 3, donc 8 sur 3, moins 1 au cube sur 3, donc moins 1 tiers. Donc, la valeur exacte, c'est donc 7 tiers. Allez, on va l'écrire. Donc, je suis où? Ici. 7 tiers, donc on va mettre égal 7 tiers. Entrée. Voilà. Et maintenant, égal valeur absolue de... Voilà, l'une moins l'autre. C'est ça. Entrée. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on avait annoncé au fait? Qu'on obtiendrait une erreur inférieure à 10-2. C'est le calcul qu'on a fait. On a cherché le nombre de sous-intervalles pour lequel on puisse obtenir, grâce à la méthode des rectangles, une valeur approchée de notre intégrale à 10-2 près. Regardez l'incertitude absolue. C'est 7 fois 10-3, ça. Donc, c'est bien plus petit que 10-2. Donc, on est bon. D'ailleurs, on regarde, effectivement, on va avoir valeur approchée de grand I. Bien, alors on va ici renommer cet onglet, la méthode des rectangles, et on va passer à la méthode des trapèzes. Alors, la deuxième méthode des trapèzes, pour calculer une valeur approchée de l'intégrale f de x sur l'intervalle AB. Alors, cette fois-ci, on commence toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on divise notre intervalle AB en n sous-intervalles de même longueur h, qui est égal à b-a sur n, ça ne change pas, d'accord, c'est écrit ici, voilà. Et cette fois-ci, au lieu de prendre, vous savez, les rectangles,
ici, hein, les rectangles, sur chaque intervalle. On va relier ces deux points, ici, le premier point qui a pour coordonnées x0, f de x0, et le deuxième qui a pour coordonnées x1, f de x1, et on va calculer l'aire de cet objet mathématique qui est en fait un trapèze. D'accord? On fait pareil pour l'intervalle suivant. On prend ces deux points-là, on les relie par une droite, d'accord? Et on calcule l'aire de ce trapèze, et ainsi de suite. Donc vous voyez tout de suite déjà graphiquement que bien l'erreur, parce que j'ai gardé exactement la même courbe, hein, j'ai fait un copier-coller de la courbe précédente dans la méthode des rectangles, et bien vous voyez très bien que l'erreur va être bien inférieure, l'incertitude hein, va être bien inférieure à celle obtenue dans la méthode des rectangles. Alors, la formule, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'étudier chez vous tranquillement à tête reposée, surtout ceux qui souhaitent poursuivre leurs études en école d'ingénieur ou en université. Je vous conseille de regarder un petit peu. Elle est vraiment pas compliquée. Il y a la démonstration qui est sur le polycopier. Hein. Alors, qu'obtient-on comme formule? On obtient, donc nous on va droit au but, hein, l'intégrale de f de x dx qui va être approximée par h sur 2 fois crochet, la somme de f de a, première valeur, plus f de b, dernière valeur, plus 2 fois le sigma, la somme, pour i variant de 1 jusqu'à n-1, donc c'est les valeurs intermédiaires, hein, des f de a plus ih, des f de xi. Hein. Vous vous rappelez, a plus ih, c'est pareil que xi. Hein. Voilà, donc nous allons programmer cette formule sur Excel, mais avant, quelle est l'erreur absolue obtenue avec cette méthode des trapèzes? Alors la formule, la voici. Alors vous voyez que cette fois-ci, ça ressemble beaucoup hein, à la formule de l'évaluation de l'erreur dans la méthode des rectangles, sauf qu'au lieu d'avoir un carré ici, on a un cube. Ici, on avait 2n, pardon, on n'avait pas de carré. Et donc là, ici, grand M, on a la valeur maximale de f seconde. Donc on dit ici que l'erreur est en 1 sur n carré, alors que précédemment, l'erreur avait été en 1 sur n. Donc vous comprenez que plus on prend un grand nombre d'intervalles, et plus l'erreur va être petite. Et de même que entre les deux méthodes, la méthode des rectangles et la méthode donc, des trapèzes, la méthode des trapèzes étant en 1 sur n carré et la méthode des rectangles en 1 sur n, vous comprenez que la méthode des trapèzes va être meilleure. Alors, application, déterminer le nombre de sous-intervalles n à partir duquel on pourra obtenir à l'aide de la méthode... qu'est-ce qui s'est passé? À l'aide de la méthode... Alors là, il y a une erreur de frappe. La méthode des trapèzes. Voilà. Hop, je rectifie. Une valeur approchée de grand I à 10-2 près. Alors, donc, notre intégrale, c'est l'intégrale de 1 à 2 de x carré dx. D'accord? Donc, je vous rappelle que ça, c'est a, ça, c'est b, et ça, c'est f de x. Donc, on va calculer l'incertitude. Donc, on cherche en fait n, le nombre de sous-intervalles, pour lequel la valeur absolue de l'incertitude, ou je voulais l'incertitude absolue, est inférieure à 10-2 près, au max, égal à 10-2. Alors, donc, eh bien, grand M, il nous faut calculer grand M, c'est le sup sur l'intervalle 1, 2 de la dérivée seconde, de la valeur absolue de la dérivée seconde de f. Donc, f de x, c'est x carré, donc f' de x, on l'a vu tout à l'heure, c'est 2x. Et donc, f seconde est égal à 2. Donc, c'est la fonction constante égale à 2. Donc, le maximum, bah, c'est 2, hein, puisque la fonction constante est toujours égale à 2. Alors, maintenant, on va appliquer la formule. Donc, b-a au cube, sur 12n carré. On aimerait trouver n pour lequel cette expression soit inférieure à 10-2. Donc, b-a au cube, c'est donc 2 moins 1 au cube, ça fait 1, sur 12n carré. Ah, j'ai oublié le grand M. Hein, voilà. Hein, dans la formule, il y a grand M ici. Hein. Voilà. Donc, grand M, c'est 2, donc on va le mettre ici. Voilà. Donc, inférieur à 10-2.
Donc on obtient 1 sur 6n carré inférieur à 10 moins 2. On inverse, comme la fonction inverse est une fonction décroissante, on change le sens de l'inéquation. L'inverse de 10 moins 2, c'est 10 puissance 2. Et on obtient n carré supérieur à 10 puissance 2 sur 6. Autrement dit, n supérieur à 10 sur racine carrée de 6, puisque la fonction racine carrée est croissante. Donc comme elle est croissante, hein, voilà sa représentation graphique. Ça, c'est la fonction racine carrée. Donc comme elle est croissante, eh bien, on ne change pas le sens de l'inéquation quand on applique la racine carrée ici aux deux membres. Alors 10 sur racine carrée de 6, eh bien, ça va faire... voilà, un nombre plus petit que 10. Hein. Alors attendez, si je calcule, on va le calculer avec Excel, ça éventuellement. Hop, tac, Excel c'est ici. Donc, égal 10 divisé par racine carrée. Alors, c'est racine de 6, ce qui donne 4. Donc, à partir de n égale 4, on va obtenir... où je suis là. À partir de n égale 4. Donc là, on a environ égal à 4. Voilà. Donc, à partir de 4 sous-intervalles, on va obtenir, avec la méthode des trapèzes, une valeur approchée de grand I à 10 moins 2 près. Donc, vous voyez, ce qui est assez... intéressant, sachant que pour la méthode des rectangles, vous vous rappelez, il fallait 200 intervalles, hein, 200 sous-intervalles. Allez, donc nous allons le faire avec Excel. Donc on choisit 10 sous-intervalles. Ici, dans l'énoncé, on nous demande de choisir 10 sous-intervalles. Donc, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu un copier-coller de cette page. Donc pour cela, je vais faire, parce qu'il y a quelques valeurs qui restent identiques, déplacer ou copier. D'accord, je fais créer une copie ici. Je vais mettre en dernier. OK, donc ça s'appelle rectangle 2. Je vais le renommer en trapèze. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va changer là-dedans? Alors, bon, ben, évidemment, AB, N, ça va être égal à 10. Le nombre de sous-intervalles. Donc, vous voyez que le H, il va changer. Ici, on n'a pas besoin de ces lignes ici. Voilà, donc je pourrais faire étendre, hein, comme j'ai fait tout à l'heure, voilà, avec le F5. Allez hop, je vais supprimer. Voilà. Alors, XI, donc ça c'est bon. F de XI, ça marche. Et la formule. Alors, la formule, c'était égal à H sur 2. Alors, H sur 2 fois, vous pouvez suivre sur votre polycopie en même temps, en espérant que je ne fasse pas de bêtises. Alors, F de A, c'est ça, d'accord, F de A, plus F de B. F de B, c'est celle-là, c'est bien 4, plus 2 fois la somme. Alors, des intermédiaires, vous vous rappelez, des cellules intermédiaires. Donc, ça va être de F3 jusqu'à, hop, on va le faire à la main, F3 jusqu'à F11. Jusqu'à F11. Voilà. Oups, j'ai oublié quoi? Ah oui, j'ai oublié une parenthèse. Oui, j'accepte la correction. Je vérifie quand même. Ouais, ça marche. Donc, regardez ce que nous obtenons. Valeur approchée, hein. La valeur exacte, c'est toujours la même, hein, c'est 7 tiers. Voilà. D'accord, donc on obtient à 10 moins 2, hein, même un peu moins, puisque ça fait 2, 10 moins 3. Hein, donc, voilà. D'accord, donc si on compare, effectivement, à 2 chiffres après la virgule, on obtient le même résultat. Avec la méthode des rectangles, on obtenait le même résultat à 2 chiffres après la virgule, oui, avec l'arrondi scientifique, en fait, ici. Hein. D'accord, allez, ça, je vais l'enlever, supprimer. Alors, pour la dernière méthode, on va juste l'étudier comme ça sur le TD, mais on ne va pas la faire. Hein, je ne vais pas la faire sur Excel, comme ça sera un peu à vous de rechercher sur d'autres exemples en TP cette méthode. Alors, la méthode de Simpson ne consiste pas cette fois-ci à déterminer l'aire d'un rectangle pour chaque sous-intervalle. D'accord ? Ça, c'était la méthode des rectangles. Ou l'aire d'un trapèze.
méthode des trapèzes, d'accord? Autrement dit, l'aire entre l'axe des abscisses et une droite, d'accord? Mais cette fois-ci, ça va être l'aire entre l'axe des abscisses et une parabole. Or, une parabole, ici, si je trace la parabole qui passe par ces 3 points, je vais obtenir ce résultat. C'est pas très beau, mais bon, c'est difficile avec la tablette graphique, d'accord? Or, l'équation d'une droite, d'accord, est de la forme y égale à x plus b. Donc, pour déterminer a et b, pour déterminer ces deux paramètres, 2 points suffisent, d'accord? 2 points de cette droite suffisent. Par contre, l'équation d'une parabole est de la forme y égale à ax2 plus bx plus c. Nous avons ici 3 paramètres, donc 3 points sont nécessaires et suffisants pour pouvoir déterminer l'équation d'une parabole. Voilà pourquoi ici, sur le schéma, vous voyez, on a 3 points, mi-1, mi et mi plus 1, par lesquels vont passer la parabole que j'ai dessinée en violet ici. Hein, là, ici, cette courbe, c'est la courbe représentant f. Et donc, voilà. Alors, c'est pas très clair, hein, ce que je viens de vous raconter là. Donc, je vais vous l'expliquer un peu mieux sur, voilà, ici. Hein, toujours notre courbe, la courbe représentant f. Ici, on a divisé l'intervalle en n sous-intervalles de même longueur h. Et ici, il va nous falloir 3 points pour pouvoir déterminer l'équation de la parabole qui passe par ces 3 points. Donc, la parabole en question, je vais encore essayer de la dessiner, je vais faire de mon mieux. On va obtenir ceci, à peu près. Voilà. Donc ça, voilà, c'est très moche. OK, donc voilà la première parabole. Ici, on prend à nouveau ces 3 points-là. Voilà, ces 3 points-là, les 3 points suivants. Et on a l'équation. On détermine l'équation de cette parabole-là, puis ensuite on cherche l'aire compris entre l'axe des abscisses et ce bout de parabole-là, passant par ces 3 points-là, d'accord? On a fait au départ l'aire entre l'axe des abscisses et ce bout de parabole ici, en premier. Et puis là, par exemple, si on prend ces 3 points-là, on va avoir la parabole que je dessine ici, voilà, à peu près, hein. Très difficile à dessiner avec la palette graphique. Et donc, on va déterminer à ce moment-là l'aire compris entre l'axe des abscisses et ce bout-là de parabole. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il nous faut 3 points hein, pour déterminer l'équation de la parabole, puisqu'on a dans l'équation de la parabole, je le répète, hein, c'est une parabole a pour équation ax2 plus bx plus c. Donc, on a 3 paramètres. Il nous faut donc 3 points pour pouvoir déterminer cette équation. Donc, comme il nous faut à chaque fois 3 points, autrement dit 2 intervalles, hein, eh bien, il va nous falloir un nombre pair de sous-intervalles. Hein, donc, dans cette méthode de Simpson, le nombre de sous-intervalles doit être impérativement pair, puisqu'à chaque fois, il nous faut 2 sous-intervalles, autrement dit 3 points, pour déterminer l'équation d'une parabole. Voilà, donc la formule que l'on obtient est ici. D'accord, donc ceux qui sont intéressés par la démonstration, je ne l'ai pas écrite dans le polycopier, c'est trop long, donc éventuellement je vous l'écrirai ailleurs. Et voilà, donc c'est h sur 3 fois f de a plus f de b, plus 4 fois la somme alors des impairs, des termes impairs, des x indices 2k plus 1. 2k plus 1, je vous rappelle que c'est un nombre impair, on l'a vu en trigonométrie. Hein. D'accord, donc a plus ih, où i est impair. Vous vous rappelez hein, les formules des rectangles et des trapèzes, on avait f de a plus ih, ou f de xi, si vous voulez. Et là, le i, il est impair. Ok, ici, vous avez f de a plus ih, et le i est impair. Donc on fait la distinction des deux parce qu'en fait on fait 4 fois la somme des impairs plus 2 fois la somme des pairs. Ben oui, compte tenu de la configuration, si vous regardez ici, forcément on va avoir 2 fois plus de termes impairs que de termes pairs. Alors ici, n sur 2 moins 1. Pourquoi est-ce qu'on a n sur 2 moins 1? Je vais vous donner un exemple. Si n égale à 10, d'accord, n sur 2 moins 1 va être égal à 10 sur 2, 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Donc, quand on va écrire, par exemple, la première somme, hein, le premier sigma, là, on va avoir k qui varie de 0 jusqu'à donc 4. Et on fait la somme des f de a plus 2k plus 1 h. Alors,
je vais vous écrire. On va enlever le sigma, comme ça vous allez bien voir un petit peu de quoi il s'agit. Et on va faire varier k. Donc quand k égale à 0, ça fait 1 fois h. Donc on va avoir f de a plus 1h. Quand k égale à 1, ça fait 2 plus 1, 3. Donc f de a plus 3h. Quand k égale à 2, ça va faire 4 plus 1, 5h. Donc vous voyez que vous avez que les termes impairs, c'est ce que je vous disais. Quand k égale à 3, ça fait 7h, d'accord? Oups, j'ai pas la place. f de a plus 7h. Voilà. Et enfin, quand k égale à 8, ça fait f de a plus 9h. Donc vous voyez qu'on somme en fait sur les multiples impairs de h. Et ici, hein, donc on a dit n égale 10 sous intervalle. Hein, donc on a de x0 jusqu'à x indice 10. Voilà, d'accord? Ça c'est x1, x3, x5, x7 et x9. D'accord? Si j'écris maintenant la somme des termes pairs, ça va donner ici, d'accord, j'ai la somme pour k variant de 0 jusqu'à 4 des f de a plus 2kh. Donc j'enlève le sigma pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Quand k égale à 0, ça fait f de... quand k égale à 1, attention, alors là faites très attention aux indices, hein, d'accord? Donc là c'est 1, hein, là c'est 1. Donc k égale à 1, ça fait f de a plus 2h. Ensuite, quand k égale à 2, f de a plus 4h, donc vous voyez qu'on somme que sur les pairs. Hein. Voilà. Quand k égale à 3, donc plus 6h, et on finit par f de a plus 8h. Voilà, d'accord? Donc cette somme, c'est la somme des pairs, hein, celle qu'on vient d'écrire ici en vert, et en mauve, la somme des impairs. Voilà, donc sur Excel, vous procéderez de la façon suivante. Par exemple, vous ferez la somme des termes pairs et la somme des termes impairs. Voilà. Allez, je vous donne donc rendez-vous maintenant en travaux pratiques. Alors, si vous voulez, je peux le traiter sur Excel. Si vous êtes en TD, en distanciel ici, et qu'il vous reste un peu de temps avant le cours prochain, eh bien, vous pouvez regarder la version Excel. Sinon, c'est pas grave. En TP, soit vous finirez en TP de visionner cette vidéo, ou alors vous attaquerez le nouveau TP avec la nouvelle intégrale à calculer, et puis vous pourrez vous lancer avec la méthode de Simpson.